Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui de la mobilité des jeunes avec Madame Cécile Camin, conseillère éducation populaire et de jeunesse en charge de la mobilité européenne et internationale pour la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va d'abord faire avec vous, Madame Camin, vous demander déjà quel type de mobilité européenne sont possibles pour les jeunes en région Centre-Val de Loire. Alors, on distingue plusieurs types de mobilité. On a les mobilités individuelles, donc des jeunes qui partent tout seuls à l'étranger, ou qui viennent d'ailleurs en région, puisqu'on a aussi des mobilités entrantes, on va dire, des jeunes étrangers qui viennent passer un peu de temps dans notre belle région. Et puis les mobilités collectives, donc des groupes de jeunes qui vont aussi partir à l'étranger ou venir en région. Et ces mobilités, elles peuvent se faire soit dans le cadre d'un cursus scolaire, universitaire ou de formation, ou alors hors cadre, c'est-à-dire sur le temps libre des jeunes, pendant un temps de pause dans leurs études ou dans leur emploi. Voilà. Moi, je m'occupe plutôt de ces dernières mobilités, donc les échanges de jeunes, par exemple, qui sont donc, selon la typologie que je vous ai indiquée, des mobilités collectives de jeunes, c'est-à-dire des rencontres entre deux groupes de jeunes ou plus de plusieurs pays, sur un temps donné, en général une semaine, 15 jours, où ils vont pouvoir parler de plein de sujets différents, faire plein d'activités ensemble. Ils vont apprendre des choses, mais ils vont aussi apprendre juste à se connaître et à interagir entre eux avec l'obstacle de la langue, mais qui n'en est pas toujours un, et puis tous les petits aspects du quotidien, la cuisine, la vie quotidienne. Donc ça, c'est une des activités possibles dans le cadre des programmes européens. Il y a aussi le volontariat. Alors le volontariat, tout le monde connaît, mais là on est sur un cadre particulier. C'est un volontariat de court terme ou de long terme, comme on dit dans le jargon européen, c'est-à-dire pour une durée plus ou moins longue. Certains jeunes partent quasiment pour une année, et puis d'autres partent simplement pour 15 jours ou 3 semaines. Ils peuvent partir seuls ou en groupe pour accomplir une mission d'intérêt général. Voilà, donc toutes ces mobilités, elles sont soutenues par l'Europe dans le cadre de 2 programmes. Le programme Erasmus+, qui est le plus connu, et puis un deuxième programme qui est plus récent, puisqu'il a été créé en 2017 et qui s'appelle le Corps européen de solidarité. Alors effectivement, Erasmus+, est surtout connu pour la mobilité des étudiants ou bien aussi du personnel enseignant, mais le Corps européen de solidarité est un petit peu moins connu. Pour les anciens, il remplace ce qu'on appelait avant le service volontaire européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux un peu de ces mobilités en région Centre-Val de Loire ? Alors, je dois dire que la région Centre-Val de Loire n'est pas une région qui est très dynamique en termes de mobilité européenne et internationale. Peut-être la position centrale en France y est pour quelque chose. On a des régions qui sont proches de pays étrangers qui sont peut-être plus dynamiques. En 2020, par exemple, on a eu 77 projets qui impliquent des structures de la région, alors tout type de structures, des associations, des lycées, des universités, etc., qui ont été financées par le programme Erasmus+. Et si on compare avec des régions de taille similaire, puisqu'on sait qu'en France maintenant on est un petit poussé en termes de taille de région, mais si on compare par exemple avec la Bretagne, où il y a eu 167 projets déposés, donc plus du double, ou les Pays de Loire aussi, avec 202 projets, on voit bien qu'on est quand même une région assez peu dynamique, à peu près au même niveau que la Bourgogne-Franche-Comté, qui est aussi, comme nous, en queue de peloton, voilà, des régions métropolitaines. Mais il faut voir que c'est quand même il y a quand même des disparités et c'est une réalité assez contrastée. Les mobilités universitaires dans la région ne sont pas plus faibles qu'ailleurs. Les universités envoient aussi beaucoup de jeunes étudiants à l'étranger. Vous en parliez tout à l'heure sur le volet étudiant, qui était un volet très connu. Et la région est aussi très bien placée sur un autre segment qu'on connaît moins, qui est la mobilité des apprentis et des lycéens professionnels qui partent sur des stages en entreprise à l'étranger. Et là, il y a aussi beaucoup de mobilité en région sur ce secteur-là, notamment parce que le Conseil régional finance un grand programme, cofinance, on va dire, avec l'Europe, un grand programme de mobilité pour ce public-là. Voilà. Après, c'est vrai que dans le secteur de l'éducation non formelle, donc ce que je vous disais, la mobilité en dehors du cursus scolaire et universitaire,
En fait, la principale difficulté de la région, c'est qu'il y a peu d'acteurs actifs sur ce programme. En fait, il y a peu d'associations, de collectivités qui portent des projets. On a une dynamique qui est plutôt quand même positive et ascendante sur les mobilités individuelles. Donc, ce que je vous expliquais, c'est-à-dire le volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité, mais qui est beaucoup plus descendante en fait sur les mobilités collectives, sur la partie échange de jeunes, donc rencontre entre groupes de jeunes. Là, on a très peu d'associations et on a encore moins de collectivités qui s'investissent dans les échanges de jeunes. J'ai pas vraiment d'explication sur cette dynamique. Je pense qu'il y avait des acteurs en région qui étaient très connus et qui avaient une expérience et une compétence reconnue dans ce secteur. Ils sont partis, ils ont arrêté pour différentes raisons. Et puis, ils n'ont pas été remplacés et la compétence s'est un petit peu perdue. Voilà, donc c'est un secteur qui est assez faible. Après, sur la partie volontariat où je disais qu'il y a une bonne dynamique, la dynamique, elle se fait beaucoup sur l'accueil notamment. Actuellement, même malgré le contexte sanitaire, on a une quinzaine de jeunes Européens qui sont en mission de volontariat dans des structures de la région. Alors, beaucoup sur des... Effectivement, c'est pas mal, pardon. Beaucoup sur des... Pardon. Beaucoup sur les bassins de Tours, notamment, que vous connaissez bien. On a aussi sur le bassin d'Orléans, voilà. Qui sont moteurs. Il y a quelques accueils. Voilà, c'est ça, toujours. Sur les mobilités individuelles, notamment, effectivement, c'est vraiment ces deux secteurs-là géographiques qui regroupent le maximum d'activités. On a un petit peu aussi un pôle assez dynamique dans l'Indre. Voilà, un tout petit peu de Loir-et-Cher, mais les autres départements sont assez peu actifs. Nous vous retrouverons après la virgule. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons mobilité, notamment avec les programmes Erasmus+, et Corps européen de solidarité avec Cécile Camin. Donc, vous étiez en train de nous faire un petit état des lieux, un peu, sur justement cette dynamique en région Centre-Val de Loire, plutôt ascendante dans certains domaines ou stagnante dans d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont justement ces acteurs de la mobilité et pour quel public œuvrent-ils en région, bien sûr? Alors, on a plutôt les acteurs de la mobilité en région, sont sur le secteur que je représente, sont plutôt des acteurs associatifs. On a peu de collectivités. Par exemple, on a une vingtaine, enfin 22 pour être précise, structures qui sont labellisées pour l'accueil de volontaires européens en région, c'est-à-dire des structures qui ont présenté un projet qualitatif qui leur permet d'accueillir des étrangers dans de bonnes conditions pour des missions d'intérêt général. Et sur ces 22 structures, on en a les 3/4 qui sont des structures associatives. Des associations qui œuvrent dans le domaine de la jeunesse, bien sûr, mais aussi des associations qui œuvrent dans le domaine social. On a des centres sociaux, par exemple, dans le domaine culturel, environnemental. Et puis, sur les structures qui ne sont pas associatives, on a quelques établissements d'enseignement, par exemple des CFA ou des lycées agricoles aussi, qui accueillent des volontaires. Voilà. Après, je redis quand même juste par rapport au public de ces programmes. Pour le volet Erasmus+, sur les échanges de jeunes, ce programme s'adresse à un public de 13-30 ans. Voilà, donc c'est normal qu'on ait beaucoup de structures jeunesse qui sont impliquées. Et pour le Corps européen de solidarité, donc le volontariat, c'est pour un public de 18 à 30 ans. Et sans obligation de diplôme, pas besoin d'avoir des études. Voilà, c'est ça. C'est un des principes fondamentaux du programme, c'est d'avoir une accessibilité pour tous. Comme je l'expliquais, il y a une partie du programme Erasmus+, qui est destinée aux jeunes en fonction de leur statut. Donc effectivement, forcément, pour partir en Erasmus+, enseignement supérieur, il faut être dans l'enseignement supérieur. Mais le volet jeunesse du programme, ce volet est ouvert à tous, 13-30 ans, sans condition de diplôme, justement, pour permettre à tous les jeunes d'y accéder. Et il est même encouragé d'inclure dans les projets des jeunes, qu'on dit là encore dans le jargon européen, avec moins d'opportunités, mais c'est-à-dire en fait des jeunes qui ont moins de facilité à participer à des activités de mobilité parce qu'ils sont dans un secteur géographique peut-être plus éloigné des grands pôles urbains, ou alors parce ils ont fait moins d'études et qu'ils ont moins de connaissances en langue étrangère, ou alors parce qu'ils ont
ils viennent d'un milieu social peut-être moins favorisé, etc. Donc voilà, ces jeunes-là sont plutôt des publics prioritaires dans le volet jeunesse du programme. Alors comment tous ces acteurs travaillent-ils au niveau régional? Travaillent-ils ensemble? Se regroupent-ils en consortium? Oui, alors il y a plusieurs aspects de leur travail. Le premier, sur ces acteurs de la mobilité, ils informent les jeunes. Il y a un volet quand même important de promotion des programmes européens de mobilité. Donc, sur ce volet information, ils organisent des manifestations, ils vont sur des forums, ils interviennent dans les établissements scolaires, etc. Parce qu'on a quand même encore un volet information qui est encore important en région à faire. Il y a encore plein de jeunes qui ne savent pas que ça existe, ou quand ils savent que les opportunités existent, ça leur semble peut-être un petit peu compliqué, ils n'osent pas forcément y aller. D'ailleurs, on voit bien sur les jeunes qui partent à l'étranger en volontariat, par exemple, les départements d'origine de ces jeunes sont très corrélés aux départements où sont installés les acteurs qui les aident à partir. Voilà, il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. On n'a pas de structure qui aide à partir les jeunes dans le Cher, par exemple. On n'a pas de jeunes du Cher qui partent. Et c'est quand même assez dommageable. Donc voilà, cet aspect information des jeunes, il est quand même important. Il faut qu'il y ait des structures qui puissent continuer à promouvoir les programmes et les opportunités de départ pour les jeunes. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement des jeunes. Donc là, effectivement, les structures, elles vont accompagner individuellement les jeunes ou collectivement quand il s'agit de départ en groupe. Et puis le troisième volet, c'est sur le montage de projets. Et c'est là, surtout, qu'il y a des consortiums qui se montent. Alors les consortiums, c'est un groupe d'acteurs qui se mettent ensemble pour monter un projet en commun, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Le programme offre la possibilité qu'il y ait un porteur administratif du projet, mais qui implique un groupe d'acteurs beaucoup plus large que ça. Donc la Maison de l'Europe connaît bien, puisque vous êtes porteur d'un consortium sur l'agglomération de Tours. Voilà, donc comme dans votre cas, c'est-à-dire qu'il y a une structure qui va porter le projet et qui va être responsable administrativement aux yeux de la Commission européenne, mais ça va permettre d'impliquer plein d'acteurs qui sont moins expérimentés, qui vont peut-être avoir plus de difficultés à porter le projet dans toute sa globalité, mais qui vont, grâce à ce fonctionnement en consortium, pouvoir quand même proposer des activités pour les jeunes. Donc c'est ça l'essentiel. Et ces acteurs peuvent-ils eux-mêmes bénéficier de mobilité? Et si c'est le cas, dans quelles conditions? Oui, alors il y a des actions des programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité qui sont dédiées en fait spécifiquement aux acteurs et donc notamment à tout ce qu'on appelle les acteurs de jeunesse, c'est-à-dire les bénévoles des associations par exemple, les élus des collectivités, mais aussi bien sûr les salariés, les animateurs jeunesse, les travailleurs sociaux, etc. En fait, toutes les personnes qui sont en contact avec les bénéficiaires des programmes, c'est-à-dire les jeunes. Donc tous ceux qui accompagnent les jeunes au quotidien peuvent bénéficier de ces programmes. Il y a deux cadres un peu particuliers en fonction des deux programmes. Donc, il est possible pour des gens en région, et c'est bien aussi d'en parler, pour les gens qui sont dans la région et qui travaillent avec des jeunes, il est possible de participer à des projets qui sont montés par d'autres acteurs de la région. On a quelques associations en région qui proposent des formations des formations européennes à destination des animateurs, par exemple, etc. Il est possible de se former avec d'autres personnes qui viennent d'autres pays européens sur différents aspects, sur la prise en charge des jeunes qui sont plus éloignés de la mobilité, sur l'utilisation du théâtre comme outil pédagogique, etc. Ou alors, il est possible de participer plutôt à titre plus individuel à des actions internationales qui sont portées par les agences des programmes. Il y a un site spécifique qui s'appelle Salto, voilà, comme la plateforme de télé, voilà, c'est ça, qui permet aussi de s'inscrire directement sur des actions de formation. Je dis formation, mais c'est plus large que ça parce qu'il est possible aussi de rencontrer des partenaires sur des séminaires ou alors même d'aller faire des observations dans un pays pour voir comment se passe le travail de jeunesse dans ce pays-là, de découvrir comment on prend en charge les jeunes en Belgique, en Lituanie, etc. Donc c'est un peu un programme d'échange finalement entre les acteurs. Merci, nous vous retrouvons après la virgule. Dans Trait d'Histoire, chaque samedi après-midi, les grands événements reprennent vie sur RCF.
Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'histoire, le voyage dans le temps débute ce samedi à 16h. RCF, l'Europe en 43 minutes. L'Europe en 43 minutes, animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons mobilité européenne avec Erasmus+, et le Corps européen de solidarité, en compagnie de Cécile Camin. Alors, nous avons fait un petit état des lieux sur la région de cette mobilité. Vous nous avez parlé des acteurs. Maintenant, nous allons nous intéresser un peu plus au programme, puisque les guides des programmes Erasmus+, et Corps européen de solidarité sont sortis récemment, en tout cas pour un au moins, je crois. C'est ça. Voilà, on en attend encore un autre. Quelles sont les nouveautés qui sont prévues dans ce programme par rapport au programme précédent ? Alors effectivement, il y a un seul guide pour l'instant qui est sorti. Alors pour expliquer aux auditeurs ce que sont les guides des programmes, c'est un peu la Bible qui explique précisément ce que l'Europe finance, pourquoi elle le finance, comment elle le finance. Donc il y a dedans les règles de financement, mais il y a surtout tous les aspects, tous les critères en fait d'éligibilité des projets pour que les personnes qui souhaitent monter des projets européens sachent vraiment dans quel cadre elles s'inscrivent et quels principes elles doivent respecter. Il y a des principes un peu fondamentaux dans les programmes européens. La question du multiculturalisme et du multilinguisme est importante. Voilà, il faut pouvoir respecter la langue de l'autre. On n'est pas sur des échanges, par exemple, de jeunes où il s'agit de ne parler qu'anglais parfaitement pour tout le monde, mais au contraire de pouvoir promouvoir un petit peu toutes les langues. La question, on parlait tout à l'heure de l'inclusion, elle est très importante de pouvoir faire participer des tas de jeunes qui viennent de tous les horizons, c'est quelque chose de très important. Et puis, alors justement, on parle des nouveautés. Dans le nouveau guide du programme Erasmus+, qui est sorti, il y a une emphase très très importante qui est mise sur la transition écologique et le développement durable. Cette dimension, elle doit être intégrée désormais dans tous les projets européens. Ça peut être à travers différents aspects, mais par exemple, quelque chose de très concret, jusqu'à présent, forcément, quand on allait à l'autre bout de l'Europe, on y allait en avion, parce que c'est plus rapide, parce que c'est parfois moins cher aussi, de manière parfois surprenante, avec les low cost, etc. Mais là, la Commission européenne a prévu le cas où des groupes souhaiteraient plutôt aller en train, par exemple, à l'autre bout de l'Europe, si c'est possible. Et donc, ça prend plus de temps et ça coûte peut-être plus cher. Donc, il y a un forfait spécifique pour des transports verts, et les groupes qui souhaitent partir à l'autre bout de l'Europe plutôt en train vont avoir une prise en charge supplémentaire de leurs frais de transport pour compenser le temps supplémentaire qu'ils mettent et les frais supplémentaires. Donc ça, c'est un aspect très concret, on va dire, de cette dimension verte des programmes. Sinon, au niveau des nouveautés, alors je vous ai parlé déjà plusieurs fois des échanges de jeunes, on a parlé aussi des mobilités pour les professionnels et les bénévoles qui œuvrent auprès des jeunes. Il y a une nouveauté, c'est une action qui s'appelle Action de participation des jeunes, qui est destinée à soutenir les projets, alors plutôt les projets locaux en fait, de jeunes, c'est-à-dire les projets de jeunes de la région en région, pour on va dire, prendre part de manière active à la vie démocratique du pays. Donc ça peut être des actions de campagne sur différents sujets, donc de campagnes de sensibilisation sur différents sujets. Ça peut être aussi des jeunes qui s'investissent dans des instances locales de participation, les conseils municipaux de jeunes, etc. Voilà, ou alors qui vont effectivement travailler avec un groupe de jeunes d'un autre pays à distance pour construire des outils de sensibilisation d'autres jeunes, pour intervenir, par exemple, il existe des initiatives de simulation de Parlement européen, par exemple, dans les lycées. Donc voilà, ce genre d'initiatives qui permettent de faire comprendre aux jeunes ce que c'est que la vie démocratique locale, nationale et européenne, et de les appeler à être un peu plus actifs, on va dire, dans cette vie démocratique. Voilà. Après, je ne sais pas si je dois vous parler de toutes les nouveautés. On a encore un peu de temps, donc si vous voulez développer quelque chose. Alors voilà, il y a un autre aspect sur Erasmus+, qui est le partenariat de petite échelle. Donc là, c'est pour encourager deux structures qui sont dans deux pays à monter des projets ensemble sans forcément qu'il y ait de la mobilité, mais juste pour produire quelque chose ensemble.
On a le cas d'associations, par exemple, on peut parler des associations de jumelage pour certains cas, puisque ce sont des associations qui sont parfois, pour certaines, très actives dans les programmes européens. Elles peuvent avoir envie de construire un guide pratique sur un sujet, ou alors de produire justement une émission de radio ou un contenu à distance. Et dans ce cas-là, elles peuvent monter un partenariat de petite échelle. L'idée, c'est que dans ce partenariat permette de mettre en avant les spécificités des pays, peut-être les bonnes pratiques, et de les partager en fait avec d'autres aussi. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant. On oublie souvent l'aspect diffusion, mais il est quand même très important au niveau européen. Tout à fait, c'est vraiment, je parlais tout à l'heure du cœur du programme et des incontournables du programme, le multilinguisme, l'inclusion, la dimension verte. La valorisation des programmes et la diffusion des résultats des projets est également un des incontournables vraiment importants. Donc vous alliez enchaîner sur une autre nouveauté ? Oui, alors je voulais parler du Corps européen de solidarité. On n'a pas la version définitive du guide du programme, elle n'est pas sortie, mais c'est comme toujours, ça fuite avant, donc on a eu quand même, il y a eu quelques spoilers. Donc on sait notamment que ce programme qui auparavant comportait un volet stage et emploi, ce volet-là va disparaître. Il sera plus possible de faire stage et emploi grâce au Corps européen de solidarité, parce que finalement c'était redondant par rapport à d'autres dispositifs qui existent, et ça a été très peu utilisé sur la période où ça existait, pendant 3 ans. Donc il a été décidé de supprimer ce volet-là pour soutenir plus de volontariat. Et puis il y a une nouveauté qui est le volontariat humanitaire. Alors c'est une action qui risque de se mettre en place de manière assez lente. Donc, je ne sais pas si on va voir rapidement des jeunes de la région qui vont partir, mais c'est une action qui permet d'organiser des mobilités humanitaires dans le cadre de catastrophes naturelles, etc. Et ce sera organisé par des acteurs, bien sûr, spécialistes de ce domaine-là. Ce n'est pas n'importe qui va pouvoir se mettre à monter des actions humanitaires, que les auditeurs ne s'inquiètent pas. Et donc, on en saura plus à la sortie du guide. Merci, nous vous retrouvons après la virgule. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. L'Europe en 43 minutes avec Cécile Camin ce matin pour parler mobilité. Donc, pardon. Cécile, vous nous avez parlé des nouveautés du programme, alors avec un petit spoiler sur le Corps européen de solidarité dont le guide n'est pas encore sorti, mais un peu plus de nouveautés concrètes pour Erasmus+. Alors je crois qu'il y a également des questions par rapport au système d'accréditation pour les acteurs de la mobilité, parce qu'on a parlé d'eux tout à l'heure, mais comment ce système d'accréditation pour ces acteurs de la mobilité fonctionne-t-il et quels sont justement un peu ces critères ? Alors cette accréditation, c'est un peu un système de reconnaissance préalable de la capacité des acteurs à monter des projets de qualité. En fait, c'est un système qui existait déjà sur le Corps européen de solidarité, et puis précédemment, vous en avez parlé au tout début, le service volontaire européen, ça s'appelait labellisation, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que la structure dépose un projet qui est une déclaration d'intention. Voilà, on a l'intention d'accueillir un jeune. Voilà ce qu'on veut lui faire. Voilà comment on va l'accompagner dans sa mission. Voilà comment on va l'héberger. Voilà ce qu'il va faire, etc. Et sur la base de ce projet, il y a des personnes qui étudient les projets et qui vont décider si le projet semble de suffisamment bonne qualité pour garantir de bonnes conditions d'accueil, par exemple pour le Corps européen de solidarité. Ça existe depuis longtemps. Et ça paraît logique puisqu'il s'agit de mobilité aussi individuelle. Le système d'accréditation qui se met en place sur Erasmus+, dans le cadre du nouveau programme, est un petit peu dans la même logique. En fait, les structures présentent un projet sur plusieurs années. C'est un projet de développement de la mobilité sur un territoire. Donc en général, c'est très centralisé sur un territoire donné. Ça peut être à l'échelle d'une
d'une communauté de communes ou à l'échelle d'un département. Voilà. Sur plusieurs années, le porteur de projet va dire, voilà, moi, sur mon territoire, j'ai telle et telle problématique. Je pense qu'il faudrait que je fasse partir plutôt tel et tel jeune. Mais pour faire partir ces jeunes, j'ai besoin d'avoir du personnel qualifié. Donc, il faut que je forme du personnel, des animateurs. Voilà. Et puis, donc, si ce projet est déposé pour une accréditation, si le projet est validé, donc il est accrédité, ensuite, le porteur est assuré d'avoir des financements sur toute la durée du projet. Donc ça, c'est un aspect quand même très confortable, puisque jusque-là, on fonctionnait un peu au cas par cas. C'est-à-dire que la structure, elle pouvait avoir cette vision à long terme, sur 3, 4, 5 ans, mais elle était obligée de redéposer à chaque fois qu'elle faisait une action, donc une mobilité d'acteurs de jeunesse ou un échange de jeunes, elle était obligée de redéposer un dossier de demande de financement. Voilà, et c'était pas sûr qu'elle l'ait à chaque fois, puisqu'il y a quand même un peu de compétition sur les programmes européens. Donc on a à peu près entre 50 et 70% des projets qui sont financés, donc ça en laisse quelques-uns sur le carreau. Et donc des fois, sur des stratégies à long terme, on avait des obstacles comme ça sur le chemin, qui étaient le non-financement d'une action prévue et qui venaient se mettre en travers d'un projet qui, par ailleurs, aurait pu être tout à fait intéressant. Voilà, donc ça, c'est le nouveau système d'accréditation. Il est un peu expérimental pour cette première année de fonctionnement du programme. On a une seule structure en région qui s'est lancée. Je peux les citer, je pense, hein, c'est l'association Europe en Berry-Touraine qui a déposé un dossier de demande d'accréditation qui comporte plusieurs actions justement pour un développement de la mobilité sur leur territoire, avec des actions pour les animateurs, pour les jeunes, voilà, donc avec plusieurs actions, et ils ont été retenus, donc je suis très contente pour eux. Ça va leur permettre de développer pas mal d'actions sur le territoire, on va dire. On va parler de manière large du Lochois, autour du Lochois, où ils ont une bonne assise et beaucoup de partenaires. Et justement, nous sommes écoutés sur Loche, donc avis aux Lochois, aux jeunes du Lochois, rapprochez-vous de Europe en Berry-Touraine. Exactement. Un peu d'espagnol ce matin avec Obsession, le groupe latino d'Aventura. Donc c'était une chanson, je pense, Cécile, qui vous a rappelé quelques souvenirs lorsque les soirées étudiantes étaient autorisées. C'est ça. Donc, vous nous avez parlé un petit peu de ces systèmes d'accréditation. Les programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité donc, ne financent pas seulement que de la mobilité. Il y a d'autres projets possibles dans le cadre de ces programmes. Oui, alors j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Les actions de participation des jeunes, qui sont une nouvelle action du programme, permettent de soutenir des projets locaux. Et ça, c'est vraiment un aspect aussi intéressant, parce qu'on a des tas de belles initiatives de la part de groupes de jeunes sur notre région, et parfois il leur manque un petit coup de pouce financier pour faire aboutir leurs projets. Donc il faut penser aux programmes européens, ce qui est pas forcément, ça coule pas de source, je dois dire, pour les jeunes, d'aller vers des programmes européens quand ils ont des projets locaux. Donc si on peut faire passer ce message, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir dire qu'il y a des opportunités de financement dans les programmes européens pour des projets de jeunes français en France, et que ça peut être, c'est pas forcément des sources de financement très difficiles à aller chercher. L'Europe a fait un gros travail de simplification pour que les programmes soient accessibles. Alors, je vais pas non plus mentir en disant que c'est un 4 pages recto verso. On est quand même sur un dossier un petit peu plus conséquent que ça. Mais voilà, si on a une idée de projet bien claire et qu'on est capable de bien l'expliquer, il est tout à fait possible d'aller chercher ces financements. Ce sont des financements forfaitaires, donc il n'y a pas forcément de documents budgétaires très compliqués à aller amener. Donc ça, je vous ai parlé d'Erasmus+ et des actions de participation des jeunes, mais il y a aussi des opportunités sur le Corps européen de solidarité à travers une action qui s'appelle les projets de solidarité, qui finance des projets collectifs de jeunes. Donc il faut au moins 5 jeunes pour porter un projet. Mais voilà, là encore, ce sont des projets locaux. Comme leur nom l'indique, il y a une dimension solidarité qui est aussi importante, mais une solidarité au sens large, puisqu'on a c'est la solidarité sociale, mais c'est aussi la solidarité environnementale, la solidarité économique, la solidarité entre les générations. Donc voilà, c'est quand même, ça couvre quand même beaucoup d'aspects et beaucoup de projets qui peuvent être montés.
C'est une action qui est assez peu connue. En région, on a eu un seul projet qui a été porté par une association d'ailleurs de Tours, qui était de mettre en place des potagers urbains dans la ville et puis un peu plus largement aussi dans d'autres villes. Voilà, sur le modèle de quelque chose qui se faisait, alors de mémoire c'était au Danemark. Donc voilà, c'est intéressant de voir que différents types de projets peuvent être montés. Donc voilà, avoir ce réflexe pour les groupes de jeunes qui ont des projets, et si vous en connaissez, si vous en accompagnez, pensez à vérifier ce qui peut se faire sur les programmes européens. Et également aussi pour les associations qui peuvent justement accompagner ces jeunes. Mais justement, les jeunes ne peuvent pas répondre eux-mêmes. Il faut quand même qu'ils soient regroupés au sein d'une association ou qu'ils passent par une association. Non, alors il est possible de déposer comme groupe, ils appellent ça groupe informel de jeunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de constitution d'association, il faut juste les noms des personnes, et il faut qu'il y ait un des jeunes qui accepte d'être le porteur administratif, donc porter la responsabilité du portage du projet. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu difficile dans un groupe de se décider qui va porter cette responsabilité, mais en tout cas c'est une possibilité qui est offerte dans le cadre des programmes. Après, on peut peut-être dire quand même qu'en France on a un système qui permet aussi de créer ce qu'on appelle des juniors associations pour les jeunes mineurs, et qui sont aussi des formes associatives qui peuvent faciliter le portage de ce type de projet. Si on n'est pas tout à fait encore sûr de vouloir monter une association, on peut passer par une junior association qui est aussi une association qui est accompagnée par des professionnels de jeunesse, et qui va aussi peut-être rassurer les plus jeunes en tout cas sur le portage du projet. Alors, Madame Cabin, donc vous êtes en référente un peu sur cette mobilité européenne et internationale au niveau de la région Centre-Val de Loire. Quel est un peu votre rôle au niveau de cette région? Alors peut-être au niveau régional, mais aussi au niveau national. Alors, en tant que référente effectivement pour la région, moi j'ai la tâche importante à la fois d'informer, on va dire, les porteurs de projets potentiels. Donc, par exemple, actuellement, comme on est sur des nouveaux programmes européens qui se mettent en place, on travaille avec tout un groupe d'acteurs, dont la Maison de l'Europe fait partie, sur un projet de vidéo d'information sur les programmes européens. Donc l'idée, c'est que moi je sois en lien avec la plupart des acteurs dont on parlait tout à l'heure, qui font de l'information sur les programmes, que je puisse leur fournir des ressources, que je puisse les aider aussi à faire cette action. Et puis moi-même, de temps en temps, je mène aussi des actions. Mais sinon, mon rôle principal, c'est d'être une experte, on va dire, des programmes, et d'accompagner du coup les porteurs de projets pour qu'ils déposent les projets les plus qualitatifs possibles, qui ont les plus de chances d'être financés. Je disais tout à l'heure, tous les projets ne sont pas retenus. Moi, j'ai à cœur que tous les projets de la région soient retenus, ou en tout cas un maximum de projets de la région soient retenus. Et donc, j'essaye de faire en sorte que les projets déposés soient le plus qualitatifs possible, répondent le mieux aux attendus du programme pour qu'ils aient derrière un financement. Voilà. Et puis après, au niveau national, je fais partie d'un groupe d'évaluateurs en fait au niveau national, et dans le cadre de cette fonction, j'évalue des projets qui sont déposés dans d'autres régions, et notamment on parlait tout à l'heure des projets des systèmes d'accréditation. Donc moi j'évalue les demandes d'accréditation portées par des structures d'autres régions. Cette histoire d'autres régions, c'est pour des histoires de conflits d'intérêts, c'est parce que forcément si j'ai accompagné les porteurs de la région, c'est plus compliqué derrière de pas être juge des parties, et donc peut-être d'être objectif sur leurs demandes. Donc voilà, moi je m'occupe des projets des autres régions. Et puis j'ajouterai quand même des aspects qui sont quand même importants, c'est de valoriser, on en parlait tout à l'heure, valoriser les projets, valoriser la mobilité, donc mettre en place des outils qui permettent de montrer ce que la mobilité produit de positif chez les jeunes. Il faut savoir que la mobilité européenne internationale, chez les jeunes qui en bénéficient, ça produit des tas d'effets positifs par exemple sur la perception de soi-même.
les jeunes sont très fiers souvent d'avoir participé à ces projets, à ces programmes. Ils en retirent une conscience de soi et une estime de soi beaucoup plus positive. Voilà. Et puis après, sur l'aspect social, sur l'aspect de l'insertion professionnelle, il y a beaucoup d'aspects très positifs. Et donc, moi, j'essaye aussi de promouvoir ces aspects-là et de les promouvoir auprès d'acteurs très variés, auprès des acteurs de l'insertion économique, auprès des acteurs de la jeunesse, etc. Nous vous retrouvons après le jingle. L'Europe en 43 minutes. Aujourd'hui, nous parlons mobilité européenne avec Cécile Camin, donc, qui est référente mobilité internationale et européenne pour la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, vous nous avez parlé un petit peu de votre rôle, mais comment aussi travaillez-vous avec les autres référents comme vous, des autres régions? Est-ce que vous travaillez un petit peu ensemble? Vous mettez des choses en commun? Oui, bien sûr, on a des réunions régulièrement au niveau national. Alors bon, comme tout le monde actuellement, elles se font à distance. On partage beaucoup d'outils en fait, on partage les bonnes initiatives qui se passent sur certains territoires. Voilà, des choses qui ont été créées, des guides qui ont été créés, des réunions, des partenaires, etc. Donc voilà, on partage beaucoup effectivement. Et puis moi, je fais le lien quand même. Mon rôle aussi, c'est d'être un peu l'interface entre l'agence nationale du programme, qui est située à Paris et qui est en fait, pour la France, l'agence qui gère ces deux programmes, c'est l'agence du service civique. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est peut-être intéressant aussi de savoir qu'il y a cette dimension engagement qui est très, très présente chez l'agence. Donc moi, je fais le lien entre cette agence. Voilà, c'est ça. Je fais le lien entre cette agence et puis le ministère, qui est l'autorité de tutelle, on va dire, de l'agence, et puis les acteurs en région. Donc je fais aussi cette courroie de transmission, on va dire, pour faciliter les choses, faire la mise en réseau. Donc effectivement, moi je suis en réseau avec mes partenaires et mes homologues au niveau national, et puis après j'accompagne aussi la mise en réseau au niveau local. Cette histoire de réseau est très importante pour les programmes européens si on veut avoir des projets de qualité qui vont permettre à un maximum de jeunes de partir. Alors justement, pour préciser un petit peu au niveau des agences, nous avons l'agence Erasmus+ Éducation Formation à Bordeaux, qui elle s'occupe plutôt du programme du volet Erasmus+, mobilité apprenant, donc les jeunes scolaires, scolarisés et les personnels qui les accompagnent, et le volet jeunesse, qui est justement à l'agence du service civique à Paris, qui elle est vraiment corps européen de solidarité et Erasmus+, jeunesse et sport, du coup. Oui, c'est ça, j'allais dire, il y a aussi le volet sport qui est pas très connu. Alors, j'ai pas forcément le temps d'en parler ce matin, ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission, mais voilà, il y a effectivement un volet sport du programme qui existe depuis quelques années et qui permet de soutenir des manifestations sportives européennes ou des projets de coopération entre des acteurs sportifs aussi. C'est aussi un aspect assez méconnu du programme, mais tout à fait intéressant. Alors, quelles sont les prochaines échéances pour les programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité? Alors, vous l'avez compris, on est un peu en avance sur Erasmus+, et un peu en retard sur le Corps européen de solidarité. Donc, Erasmus+, les formulaires de demande de subvention pour la première année du programme, donc l'année 2021, sont en ligne, et le guide du programme est paru en français d'ailleurs depuis hier, donc c'est tout récent. Voilà, c'est ça, et les demandes de subvention sont ouvertes jusqu'au 11 mai, donc les premiers projets peuvent être déposés jusqu'au 11 mai. Voilà, il y aura une autre date de dépôt de dossier qui sera organisée en fin d'année, en octobre. Et puis tout au long de l'année, comme on est sur une année de lancement des programmes, il y aura des tas d'événements de lancement et d'informations sur les programmes européens. Donc que les auditeurs intéressés se tiennent un peu informés, parce qu'il y aura sûrement des conférences, des réunions d'information, etc. Qui seront organisées. Et puis sur le Corps européen de solidarité, où on est un peu plus en retard, le guide n'est pas encore paru, les formulaires non plus, mais ça va pas tarder. On nous annonce
On nous annonce une sortie imminente. Bon, déjà depuis plusieurs semaines, mais ça va finir par arriver. On a l'habitude. La première année de lancement des programmes est toujours un petit peu plus compliquée. C'est comme ça tous les des nouveautés, des choses qui changent. Voilà, il y a des ajustements. Il y a quand même tout un gros travail de traduction qui doit être fait à chaque fois, parce que les guides des programmes sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, et donc c'est quand même un gros travail. Il y a un gros travail de sécurisation juridique, bien entendu, pour que les programmes ne changent pas non plus trop rapidement. Voilà, mais il est prévu normalement pour le Corps européen de solidarité des dépôts de demandes de labels pour puisqu'on parlait de ce système d'accréditation et de labellisation, donc d'ici mi-mai, et puis dans la foulée, juste après, les demandes de subventions qui interviendront pour les structures qui auront été labellisées. Voilà, donc on est quand même sur un calendrier là d'ici l'été avec assez chargé, avec pas mal de dates limites intéressantes pour ceux qui ont des projets, mais il y aura d'autres opportunités à la fois dans l'année et puis sur les années suivantes, bien sûr, pour les acteurs qui ne sont pas encore impliqués sur le programme. Il est toujours possible de rejoindre les programmes européens par la suite. Et les projets pourront commencer dès août ou juillet, qui seront déposés très prochainement ? Oui, les projets pourront commencer dès le mois d'août. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'en région, on a beaucoup de projets qui ont été reportés à cause de la situation sanitaire. Donc, beaucoup de projets qui devaient se dérouler l'été dernier ou au printemps dernier qui ont été reportés. Donc, en fait, on va pas être sur une année blanche, sauf si la situation sanitaire ne s'améliore pas et que les projets sont de nouveau reportés. Mais normalement, on aura des projets cet été et on aura des jeunes étrangers qui vont venir et des jeunes de la région qui vont partir. Grâce à des projets qui sont qui ont déjà acquis un financement. Voilà, c'est ça, qui est déjà acquis depuis l'année dernière. Et on espère d'ailleurs qu'ils vont pouvoir se tenir, parce que c'est vrai que quand on a travaillé avec un groupe de jeunes pendant plusieurs mois sur le montage d'un projet, que ces jeunes sont prêts à partir, je pense à un groupe de Main-sur-Loire qui devait partir en Islande et qui a dû annuler son séjour. Voilà, pour les jeunes, c'est très décevant de se dire que finalement, ils partent pas. Et donc, ils veulent bien reporter. Ils peuvent comprendre qu'on reporte pendant quelques mois, mais si finalement, ils partent pas du tout, il y a quand même une très grosse déception. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, bien sûr, les circonstances sont très particulières, mais j'espère vraiment pour eux qu'ils pourront partir et qu'ils pourront mener à bien leur projet. Nous l'espérons aussi. Merci beaucoup, Cécile Camin. C'était l'Europe en 43 minutes, présenté par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt. Merci. Merci.